La nouvelle est tombée vendredi soir, heure de Washington. 6 juges contre 3. La plus haute cour des États-Unis vient de déclarer que les droits de douane du président Trump sont illégaux. Et pendant que le monde digérait cette décision, une deuxième bombe tombait au Moyen-Orient. Un ultimatum de 10 jours à l'Iran. Un accord nucléaire ou des frappes militaires. Et au milieu de tout cela, l'or vient de franchir les 5000 $. L'argent remonte au-dessus de 80 $. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va changer votre compréhension de ce qui se passe réellement sur les marchés des métaux précieux. Parce que ces deux événements, la crise constitutionnelle sur les tarifs et l'ultimatum iranien, ne sont pas des histoires séparées. Ce sont deux faces de la même pièce. Et cette pièce est en or. Commençons par Washington. Ce qui vient de se passer n'a aucun précédent dans l'histoire américaine. Le 20 février 2026, la Cour suprême a statué à 6 voix contre 3 que les droits de douane imposés sous l'IEEPA étaient inconstitutionnels. Le juge en chef Roberts a rédigé l'opinion. 3 conservateurs et 3 progressistes ont voté ensemble. L'IEEPA, cette loi de 1977 sur les pouvoirs économiques d'urgence, ne donne pas au président le pouvoir d'imposer des tarifs. Jamais aucun président ne l'avait utilisé à cette fin. Et la Cour a dit non. Mais voici ce que personne n'explique. Cette décision n'a pas mis fin à la guerre commerciale. Elle l'a rendue plus chaotique, parce que Trump n'a pas reculé. Quelques heures après le verdict, il a signé un décret imposant un nouveau tarif mondial sous la section 122 du Trade Act de 1974. Une loi jamais utilisée, par aucun président, en 52 ans. Le vendredi soir, 10%, le samedi matin, 15%, le maximum autorisé. Ce que vous voyez en ce moment, ce sont les données que tout le monde voit. Ce que personne ne voit, je l'ai documenté. Des données de marché interne, des sources primaires, des connexions qui nécessitent des semaines de recherche. La recherche financière, lien dans la description. Mais laissez-moi vous montrer ce que les chiffres officiels dissimulent. Comprenez bien ce que cette situation signifie pour l'or et l'argent. Les tarifs n'ont pas disparu, ils ont changé de forme juridique. Le taux effectif est tombé de 16 à environ 7% selon Yale, mais il reste historiquement élevé. Et pour la Chine, les tarifs combinés atteignent encore 35%. Le deuxième point concerne les remboursements. Selon la Tax Foundation, plus de 160 milliards de dollars ont été collectés illégalement sous l'IEEPA. Cet argent devra venir du Trésor américain, qui affiche déjà un déficit de près de 2000 milliards par an selon le CBO. Rembourser 160 milliards tout en ajoutant 2000 milliards par an à une dette de 38 560 milliards. Cette dette augmente de 6 milliards 443 millions par jour. C'est le genre de mathématiques qui rend l'or très heureux. Laissez-moi être franc avec vous. Cette vidéo vous montre peut-être 20% de ce que j'ai recherché. Pas parce que je retiens le reste, mais parce que le format ne le permet pas. Des tableaux, des comparaisons de sources, des analyses de scénarios, tout cela nécessite un espace qu'une vidéo ne peut offrir. C'est pourquoi j'ai créé la recherche financière. Vous y trouverez l'analyse complète de la décision de la Cour suprême et ses implications pour les métaux précieux, avec les précédents historiques de 1971 et 2008. L'étude détaillée des 160 milliards de remboursements potentiels, montrant comment cette bombe fiscale va se propager dans le système financier américain, et la modélisation de 3 scénarios pour l'or et l'argent en fonction de l'issue de la crise iranienne, avec les niveaux de prix que les données historiques suggèrent. 10 documentations. Un seul accès. Permanent. Tout ce qui vient est inclus. La recherche financière. Lien dans la description. Maintenant, revenons aux données. Le tableau d'ensemble est ce qui compte vraiment pour les détenteurs d'or et d'argent. Et le voici. L'incertitude ne disparaît pas. Elle s'aggrave. Avant la décision de la Cour, il y avait un régime tarifaire, élevé mais prévisible. Les entreprises savaient à quoi s'attendre. Maintenant, il y a un compte à rebours de 150 jours sur les nouveaux tarifs. Personne ne sait si le Congrès va les prolonger. Personne ne sait ce que Trump fera quand les 150 jours expireront, et rien dans la loi n'empêche le président de recommencer le compteur après l'expiration. Du point de vue d'un gestionnaire de réserve d'une banque centrale, vous n'avez aucune idée de ce que sera la politique commerciale américaine dans 5 mois. Vous ne pouvez pas planifier. Vous ne pouvez pas vous couvrir. Que faites-vous? Vous achetez de l'or. Parce que l'or n'a pas de politique tarifaire. L'or n'expire pas dans 150 jours. L'or n'a pas besoin de l'approbation du Congrès. Et c'est exactement ce que font les banques centrales. Selon le World Gold Council, les achats nets ont dépassé 1000 tonnes par an en 2022, 23 et 24. En 2025, la Pologne à elle seule a acheté 102 tonnes. Le Brésil a recommencé à acheter pour la première fois en 4 ans. La Turquie a ajouté 27 tonnes.
Goldman Sachs estime que les banques centrales accumulent environ 80 tonnes par mois au total, dont une grande partie secrètement. 95% des banques centrales interrogées par le World Gold Council s'attendent à ce que les réserves mondiales d'or augmentent dans les 12 prochains mois. C'est le niveau d'optimisme le plus élevé en 8 ans d'enquête. Ce mouvement ne ralentit pas. Cette semaine leur donne une raison supplémentaire d'accélérer. Vous avez vu des données que la plupart des investisseurs ne connaissent pas. Mais les données seules ne protègent personne. Ce qui protège, c'est la vue d'ensemble, les sources, les connexions, les scénarios. C'est ce que la recherche financière offre. Toutes les documentations, toutes les analyses. Lien dans la description, continuons. Passons maintenant à la deuxième histoire. Parce que pendant que le chaos tarifaire se jouait à Washington, quelque chose d'encore plus dangereux se déroulait au Moyen-Orient. Le président Trump a donné à l'Iran un délai de 10 à 15 jours pour conclure un accord nucléaire ou faire face aux conséquences. Ces mots exacts. Nous allons conclure un accord ou cela sera malheureux pour eux. Et quand on lui a demandé de préciser, il a évoqué les frappes américaines sur les installations nucléaires iraniennes en juin dernier. L'opération Midnight Hammer, celle qui, selon Trump, a anéanti le potentiel nucléaire iranien. Comprenez bien le contexte, ce n'est pas de la rhétorique. Il y a en ce moment 2 porte-avions dans la région. Le USS Gerald R. Ford, le plus grand porte-avions du monde, vient d'entrer en Méditerranée en direction du Golfe. Des dizaines de chasseurs, des avions ravitailleurs. C'est le plus grand déploiement militaire américain au Moyen-Orient depuis les frappes de juin. Et Trump met un compte à rebours dessus. Le côté diplomatique est intéressant. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré qu'un accord était réalisable. Il a dit que les pourparlers à Genève avaient produit des principes directeurs acceptés par les 2 parties. Il a annoncé que l'Iran présenterait une proposition écrite aux États-Unis dans les 2 à 3 jours. C'est un ton très différent de celui d'il y a 3 mois, quand l'Iran refusait même de s'asseoir à la table. Mais quand j'ai regardé les détails racontent une histoire complètement différente. Le point de blocage, ce sont les missiles. L'Iran a signalé qu'il accepterait des limites sur son programme nucléaire. Il pourrait même accepter de diluer son uranium hautement enrichi. Mais le programme de missiles balistiques est une ligne rouge. L'Iran ne négociera pas ces missiles. Et Israël insiste pour que le programme de missiles soit complètement démantelé. Les États-Unis veulent au minimum des contraintes. Pour l'Iran, abandonner ses missiles équivaut à abandonner sa capacité de se défendre. Aucun pays ne fait cela volontairement. Et le gouvernement iranien sait que le moment où il désarme, il devient vulnérable exactement au type de frappes qui se sont produites en juin dernier. De l'autre côté, Israël n'acceptera pas un accord qui laisse les missiles iraniens intacts, parce que ces missiles peuvent atteindre Tel Aviv en moins de 12 minutes. Pour Israël, ce n'est pas une question de commerce ou de diplomatie, c'est une question de survie. Voilà le problème fondamental. Les 2 parties ont des positions qu'elles ne peuvent pas abandonner sans risque existentiel. Et les États-Unis sont coincés au milieu, essayant de négocier un compromis qui n'existe peut-être pas. 3 scénarios se dessinent en ce moment, et chacun affecte l'or et l'argent différemment. Scénario 1. Un accord est conclu. L'Iran accepte des limites nucléaires. La question des missiles est reportée. Les sanctions sont assouplies. Le déploiement militaire se réduit. Dans ce scénario, la prime de peur dans l'or et l'argent diminue à court terme. Je m'attendrais à un repli de 3 à 5%, pas un effondrement, mais un recul alors que le risque de guerre s'éloigne. Mais, et c'est important, même dans ce scénario d'accord, le chaos tarifaire est toujours là. La dette est toujours là. Le compte à rebours de 150 jours continue. La situation fiscale continue de se détériorer. Tout repli causé par un accord iranien serait superficiel et temporaire. Ce serait une opportunité d'achat, pas un retournement de tendance. Scénario 2. Les pourparlers échouent. Pas d'accord. Le délai passe et Trump ordonne des frappes limitées sur des cibles iraniennes. Dans ce scénario, l'or monte en flèche. Je parle de 5300, 5500, possiblement plus en quelques jours. L'argent suit, mais avec plus de volatilité. Le pétrole flambe. Le dollar se renforce initialement, puis s'affaiblit quand le coût fiscal d'un autre engagement militaire devient clair. C'est le scénario que l'or intègre actuellement avec une faible probabilité. S'il se réalise, le mouvement est explosif. Scénario 3. Et je pense honnêtement que c'est le plus probable. Le délai passe sans accord et sans frappe. Les 2 parties continuent de parler. Le déploiement militaire reste en place comme levier. Trump prolonge le délai ou déplace discrètement les objectifs. Les tensions restent élevées, mais rien n'explose. C'est le scénario du statu quo prolongé. Et paradoxalement, c'est peut-être le meilleur pour l'or et l'argent à moyen terme, parce qu'il signifie que la prime d'incertitude reste en permanence intégrée dans le prix. Pas de résolution signifie pas de raison de vendre votre or.
La peur reste là, silencieusement, poussant les prix plus haut semaine après semaine. J'observe comment les marchés réagissent à ces situations depuis longtemps, et le schéma est toujours le même. Quand il y a une résolution claire, guerre ou paix, les marchés rétrécissent rapidement, surréagissent dans une direction, puis corrigent. Mais quand il n'y a pas de résolution, quand la situation reste tendue et ambiguë, c'est là que l'or monte progressivement. Pas de pic dramatique, pas de crash dramatique, juste une offre lente et persistante qui ne disparaît jamais. Et c'est exactement la dynamique que nous avons en ce moment. Deux catalyseurs simultanés. L'incertitude tarifaire sans date de fin claire, la tension géopolitique sans résolution claire, les deux en même temps, les deux alimentant le même mouvement, les deux pointant dans la même direction. Maintenant, laissez-moi relier tout cela au tableau d'ensemble, parce que la décision de la Cour suprême n'a pas seulement affecté les tarifs, elle a affecté la confiance dans le système du dollar lui-même. Pensez-y du point de vue d'un gouvernement étranger. Vous êtes assis à Tokyo, à Berlin ou à Brasilia. Vous avez passé la dernière année à restructurer vos flux commerciaux autour de la politique tarifaire américaine. Vous avez signé des accords, vous avez déplacé des chaînes d'approvisionnement, vous avez ajusté vos prix. Et puis une décision de justice efface tout le cadre du jour au lendemain. Le lendemain matin, un nouveau cadre apparaît sous une loi différente avec une date d'expiration de 5 mois. Quel type de confiance cela inspire-t-il dans la stabilité du système économique américain? Quel type de confiance cela inspire-t-il dans le dollar comme monnaie de réserve? Voilà pourquoi les banques centrales achètent de l'or, pas à cause d'un événement unique, mais parce que le système lui-même devient moins prévisible. Les règles changent du jour au lendemain. Les lois sont réinterprétées. L'exécutif et le judiciaire se battent en temps réel sur la politique commerciale. Aucun autre actif de réserve n'a ce type de risque politique. L'or n'a pas de cour suprême, l'or n'a pas de section 122, l'or n'expire pas dans 150 jours. Et pour l'argent, l'histoire est encore plus fascinante, parce qu'il y a un détail que personne ne mentionne. La décision de la Cour suprême a spécifiquement exempté les minéraux critiques des nouveaux tarifs de la section 122. L'argent figure sur la liste des minéraux critiques des États-Unis. Cela signifie que les importations d'argent ne sont pas soumises au tarif de 15%. Réfléchissez à ce que cela implique. Chaque autre matière première industrielle vient de devenir plus chère, pas l'argent. Cela donne à l'argent un avantage de coût relatif dans la fabrication, ce qui signifie plus de demandes par rapport aux substituts, ce qui signifie que le déficit d'approvisionnement s'aggrave. Et le Silver Institute a confirmé le 10 février que le marché de l'argent devrait rester en déficit pour une 6e année consécutive en 2026. Le ratio or sur argent se situe actuellement autour de 63. Ce ratio était à plus de 100 en avril 2025. Il est descendu sous 50 en janvier quand l'argent a franchi les $100 pour la première fois. Cette compression raconte une histoire. L'argent rattrape l'or. JP Morgan a révisé sa prévision pour l'argent en 2026 à une moyenne d'environ 81 $ l'once. Goldman Sachs maintient son objectif pour l'or à 5 400 $ d'ici la fin de l'année. UBS voit un potentiel jusqu'à 6 000 $, avec un scénario optimiste à 7 200. Ce ne sont pas des analystes marginaux, ce sont les plus grandes institutions financières du monde. Et elles disent toutes la même chose, la direction est à la hausse. Mon avis honnête sur ce qui va se passer. À court terme, les 2 prochaines semaines vont être volatiles. Le délai iranien crée un événement binaire. Si un accord se conclut, attendez-vous à un repli. Si des frappes ont lieu, attendez-vous à un pic. Si rien ne se passe, attendez-vous à une hausse progressive. Mon avis personnel est que le scénario 3 est le plus probable. Pas d'accord. Pas de guerre. Juste de la tension. Ce qui signifie que l'or reste au-dessus de 5 000 et l'argent au-dessus de 75. Je penche vers ce scénario pour une raison simple. Trump a déjà montré son schéma. Il fixe des délais agressifs. Il menace des conséquences. Puis il prolonge le calendrier et appelle cela un progrès. Il l'a fait avec la Chine sur le commerce. Il l'a fait avec la Corée du Nord sur le nucléaire. Il le fait avec l'Iran. Le délai de 10 jours est un levier, pas un ordre de lancement. Les porte-avions sont là pour rendre la menace crédible, pas pour déclencher une guerre. C'est du moins ma lecture. Pourrais-je avoir tort? Absolument. Et si j'ai tort, l'or passe à 5 500 en une semaine. Donc se tromper ici aide en fait votre portefeuille si vous détenez des métaux. Le compte à rebours tarifaire est la chose à surveiller. Ces tarifs de la section 122 expirent fin juillet. D'ici là, chaque titre crée une nouvelle vague d'incertitude. Et en arrière-plan, la bataille des remboursements se joue. Les tribunaux décident si les importateurs récupèrent leur argent. Le Trésor cherche où trouver 160 milliards. Tout cela maintient l'or soutenu. À long terme, rien n'a changé dans la thèse macro. En fait, tout l'accélère. La dette grossit plus vite,
38 560 milliards et en augmentation de 6 milliards par jour. La situation géopolitique se complexifie. Le système juridique contraint la capacité de l'exécutif à gérer la politique commerciale de manière cohérente. Ce qui s'est passé cette semaine n'est pas une surprise si vous avez suivi ce que je dis depuis des mois. C'est une confirmation. La décision de la Cour suprême, la réponse de Trump, le délai iranien, le déploiement militaire, ce sont les types d'événements qui se produisent quand un système est sous tension. Et le système est sous tension parce que les mathématiques ne fonctionnent plus. 38 000 milliards de dettes, près de 2 000 milliards de plus chaque année. La politique commerciale renversée par les tribunaux. Des opérations militaires financées à crédit. Quelque chose doit céder. Et quand cela cédera, les personnes qui détiennent de l'or et de l'argent seront très contentes de l'avoir fait. Deux histoires. Les deux en escalade. Les deux haussières. L'or au-dessus de 5 000, l'argent au-dessus de 80, et les plus grands mouvements, je le crois, sont encore devant nous. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas encore découvert la chaîne, abonnez-vous. Je publie des analyses comme celle-ci régulièrement, basées sur des données vérifiées et des sources primaires. Pas du sensationnalisme, des faits. Laissez un commentaire et dites-moi quel scénario vous pensez se réalisera. Accord iranien, frappe ou statu quo. Et pensez-vous que le chaos tarifaire aide davantage l'or que la crise iranienne? Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui détient de l'or ou de l'argent et qui ne sait pas ce qui vient de se passer. Parce que les dernières 72 heures ont tout changé. On se retrouve demain, avec les derniers développements.